Wir fühlen in Horsten und Höhen des Adlers verwegendes Glück. Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Wir lassen die Erde zurück. Hermann Göring, le deuxième homme du Troisième Reich, de François Kersaudy, lu par Laurent Moreau. Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Losung ist bekannt. Ran an den Main, kommen um Engelland. Introduction. En France, l'intérêt pour l'Allemagne nationale-socialiste semble se limiter à la personne d'Adolf Hitler, à l'ordre des SS et au bourreau nazi d'un roman bienveillant. Pourquoi alors une biographie de Hermann Göring? Pour 4 raisons au moins. Parce que c'est le deuxième homme du Troisième Reich. Parce qu'il apparaît à l'époque comme le personnage le plus populaire et le moins inhumain de toutes les sinistres figures entourant Hitler. Parce qu'il a joué un rôle déterminant dans l'ascension comme dans la chute de l'Allemagne nazie. Et enfin parce que malgré tout cela, il n'existe aucune biographie française de ce personnage démesuré, à tous les sens du terme. La prédestination n'existe pas, mais le destin est sans doute la règle qui voyage incognito. Au début des années 20, le capitaine Göring est un authentique héros de guerre, abondamment décoré, patriote, romantique, chevaleresque, entreprenant, doté d'une grande intelligence et d'un charisme indéniable. Il va chercher fortune en Suède, où il trouvera un emploi de pilote de ligne et l'amour de sa vie. Le début d'un conte de fées? Non. Le commencement d'un long cauchemar. Car ce glorieux vétéran, orgueilleux, ambitieux, influençable et cyclotimique, est attiré par la politique et impatient d'y jouer un rôle. Or, à l'automne de 1922, il rencontre à Munich Adolf Hitler, qui le fascinera pour la vie. Dans l'ombre du Führer, Hermann Göring va désormais cumuler les distinctions. Comploteur de taverne, putschiste improvisé, militant errant, chômeur morphinomane, homme d'affaires talentueux, dandy corpulent, orateur tonitruant, député mercenaire, président du Reichstag conquérant, ministre de l'Intérieur sans scrupules, président du Conseil arriviste, truand confirmé, criminel d'occasion, ministre de l'air étincelant, parvenu millionnaire, diplomate officieux, chasseur d'élite, stratège de salon, économiste amateur, écologiste avant l'heure, collectionneur d'art compulsif, successeur désigné du Führer et complice de tous ses crimes. Mais c'est en tant que commandant en chef de l'aviation allemande que le maréchal Göring va entrer dans la grande tourmente de la Seconde Guerre mondiale, et bien des choses s'en trouveront changées. Grand sentimental qui n'hésite pas à éliminer ceux qui lui font de l'ombre, antisémite vociférant qui s'adjoint un secrétaire d'État juif, guerrier fanfaron qui tente l'impossible pour sauver la paix, touche-à-tout hyperactif rongé par l'indolence, autant de facettes d'une personnalité aux multiples contradictions. Il est vrai que Hermann Göring, acteur frustré ayant assumé d'innombrables rôles, reste à bien des égards une énigme pour l'historien. À cela s'ajoute qu'en l'occurrence, le minimum d'empathie si nécessaire au biographe est souvent difficile à convoquer, même si l'on reste très éloigné de bouchers industriels tels que Hitler, Himmler, Heydrich, Staline, Pol Pot ou Mao Tse-tung. Mais la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. On assistera donc, avec l'aide d'abondantes sources allemandes, anglaises, américaines, suédoises, canadiennes, françaises et italiennes, à la représentation d'un personnage shakespearien, tenant à la fois de Falstaff et de Macbeth. Si la pièce finit très mal, ses péripéties demeurent fascinantes. Car en suivant pas à pas ce dangereux comédien, on peut revisiter le Troisième Reich sous un angle inattendu et saisir en chemin l'inexorable assemblage des fils qui tissent la trame du destin. Chapitre 1.
féodalité. Le 12 janvier 1893, au sanatorium Marienbad, près de la ville bavaroise de Rosenheim, Franziska Göring donne naissance à un bébé robuste aux grands yeux bleus, qu'elle prénomme Hermann en l'honneur de son parrain et Wilhelm en hommage à l'empereur Guillaume II. À première vue, il n'y a rien là qui soit digne d'attirer l'attention, si ce n'est peut-être l'absence du père aux côtés de l'heureuse parturiente. Pour expliquer cette absence, il faut voyager assez loin dans l'espace et dans le temps. Heinrich Ernst Göring, un officier prussien qui a participé à la campagne de 1866 contre l'Autriche et à celle de 1870 contre la France, est ensuite devenu juge dans diverses petites villes de province, jusqu'à ce qu'il soit remarqué par le chancelier Bismarck et nommé en 1885 ministre résident en Afrique du Sud-Ouest. Ce n'est un honneur qu'en apparence. Bismarck s'intéresse très peu aux colonies, et l'implantation allemande en Afrique est des plus fragiles. Mais la tâche de Heinrich Göring sera précisément de l'élargir et de la consolider. À 47 ans, le nouveau ministre résident n'est plus tout jeune, il n'a aucune expérience diplomatique et n'a jamais vu le continent africain. Son succès n'en sera que plus méritoire. En moins de 5 ans, avec des moyens limités à l'extrême, il réussit à pacifier les tribus locales et à étendre considérablement l'influence allemande dans la région, tout en se liant d'amitié avec Cecil Rhodes, le grand colonisateur britannique de l'Afrique australe. Lorsqu'Heinrich Göring est parti pour l'Afrique, il était déjà veuf et père de 5 enfants. Mais en chemin, il s'est arrêté à Londres, où il a convolé en secondes noces avec sa compagne munichoise Franziska Tiefenbrunn, de 20 ans sa cadette. Au cours des 4 années suivantes, le couple aura en Afrique un garçon et 2 filles. Et les déplorables conditions d'hygiène sous ces latitudes auraient sans doute fait passer la mère de vie à trépas dès la première naissance, s'il ne s'était trouvé à Windhoek un médecin à la fois aventurier, rentier, célibataire, séducteur, passablement dilettante et manifestement compétent, Hermann Eppenstein. Il deviendra très logiquement l'ami de la famille. Et lorsqu'en 1892, alors que son époux est devenu consul général à Haïti, Franziska se trouve à nouveau enceinte, elle rentre en Allemagne sur les conseils du bon docteur pour accoucher de son 4e enfant. Ainsi s'explique la naissance au sanatorium bavarois de Marienbad le 12 janvier 1893 de Hermann Wilhelm Göring, dont le parrain n'est autre que Hermann Eppenstein. On s'explique déjà moins que la mère du nouveau-né soit repartie pour Haïti au bout de 6 semaines seulement, laissant pour 3 longues années le jeune Hermann Göring à la garde de Frau Graf, une amie de la famille. Le docteur Freud, qui commence justement à exercer à Vienne cette année-là, aurait sans doute vu tout cela d'un très mauvais œil. Et de fait, lorsque Franziska Göring rentrera au pays en 1896 et prendra son jeune fils Hermann dans ses bras, elle recevra une retentissante paire de claques. C'était un beau garçon et il était entêté, se souviendront les filles de Frau Graf, spectatrices de ses premiers exploits. Elles ne trouveront guère de contradicteurs par la suite, car dans le quartier berlinois de Friedenau, où la famille Göring s'installe à son retour en Allemagne, Hermann est un petit garçon capricieux et tyrannique, qui veut très tôt jouer les héros et exerce un ascendant certain sur son frère et ses 2 sœurs. Leur père, devenu fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, se montre extrêmement indulgent envers son fils préféré. Il lui offre pour ses 5 ans un uniforme de hussard et l'emmène chaque dimanche voir les défilés militaires de la garnison de Potsdam. L'effet produit sur l'enfant est manifestement considérable. « Je n'ai jamais douté un instant, dira-t-il plus tard, que je deviendrai officier dans l'armée du Kaiser. » C'est en 1898 que le destin de la famille Göring prend un tournant décisif. Car le docteur Eppenstein, qui a un esprit entreprenant et une fortune considérable, vient d'acquérir un château à Mauterndorf, près de Salzbourg, et un autre à 30 km de Nuremberg, Burg Weldenstein. Tous 2 sont en fort mauvais état, mais Eppenstein va se mettre en devoir de les restaurer à leur splendeur première, et il propose à la famille Göring de venir s'installer à titre gracieux au château de Weldenstein. Heinrich Göring,
qui a pris sa retraite avec un minimum absolu de reconnaissance officielle et semble déjà très diminué, peut difficilement refuser une telle proposition. Et c'est ainsi que, dès l'âge de 6 ans, le jeune Hermann se retrouve dans un somptueux décor médiéval, à l'exacte mesure de ses rêves de puissance et de gloire. Il est effectivement bien difficile d'échapper à l'influence de cet environnement envoûtant de vieilles forteresses chargées d'histoire et de légendes, au milieu du décor sauvage des montagnes bavaroises. Hermann entraîne son frère, ses sœurs et tous les enfants du village dans ces jeux guerriers, consistant généralement à défendre ou à prendre d'assaut les antiques remparts perchés tout en haut d'une falaise dominant la rivière Pegnitz. Toujours fasciné par les armes et les uniformes, il se déguise volontiers en chevalier, en Robin des Bois ou en officier bourg, puisque la guerre fait rage en Afrique du Sud à l'époque, et que les sympathies allemandes vont très majoritairement aux colons afrikaners en lutte contre l'Angleterre.